Alors, bonjour et bienvenue. Et bien évidemment, c'est avec grand plaisir que nous accueillons le docteur Rapeau, aujourd'hui de l'HEGP. Rebonjour à ceux qui étaient là à la précédente webconférence avec le professeur Géraud qui nous a expliqué tout ce qui était radiothérapie stéréotaxique. Tous les replays seront en ligne, donc vous pourrez y accéder sur le YouTube de Patients en réseau. L'objectif, donc, aujourd'hui, c'est qu'on parle pendant 30 minutes des cancers du rectum avec donc Dr Rapeau, vous êtes oncologue radiothérapeute à l'hôpital européen Georges Pompidou. Merci infiniment d'être avec nous. Je fais un petit rappel pour ceux qui connaissent pas bien le fonctionnement. Vous avez deux onglets sur le côté, un onglet chat où vous pouvez nous faire des coucous et un onglet questions qui est toujours utile pour Laure et pour moi afin que nous puissions remonter les questions au docteur Rapeau, à la seule condition bien évidemment que ces questions soient d'ordre général. Cette webconférence n'a pas vocation à être une téléconsultation, donc pour toute question relative à votre santé ou à celle d'un proche, vous devez vous rapprocher de votre équipe soignante. Je vous souhaite une excellente webconférence. Je vais laisser la parole à Laure et ensuite au docteur Rapeau et nous aurons ensuite une session de questions-réponses. À tout de suite. Merci. Alors, bienvenue à toutes et tous pour cette conférence très attendue pour la radiothérapie des cancers colorectaux. Finalement, sur mon réseau cancer colorectal qu'on a ouvert il y a un petit peu plus d'1 an aujourd'hui, on se rend compte combien c'est important de trouver des informations spécifiques sur ces maladies qui sont quand même extrêmement tabous, de façon finalement à être mieux informé des traitements, pouvoir anticiper, se préparer, comprendre en fait ce qu'on va faire, et puis éventuellement avoir des conseils pour gérer, on va dire, l'après-traitement. Donc bienvenue à tous, et puis merci beaucoup docteur, et je vous laisse tout de suite la parole pour présenter vos slides, et on vous retrouve donc en deuxième partie pour vous poser nos questions. Merci. Alors bonjour à tous, je m'appelle Étienne Rapeau, je suis assistant de radiothérapie au sein de l'hôpital européen Georges Pompidou. Donc je suis dédié en ce moment à la prise en charge des tumeurs digestives et c'est le professeur Giraud qui m'a proposé de participer à ce cours. Donc je vous ai préparé des diapos qui sont très simples. C'est vraiment le but de vulgariser pour que vous ayez des bases pour mieux comprendre et mieux appréhender ce genre de traitement. Donc on fera évidemment toutes les questions à la suite ensuite. Donc je voudrais vous expliquer, d'un point de vue du cancer du rectum, on propose un protocole qui est double puisque c'est une radio et chimiothérapie. Donc, je vous ai séparé les deux parties du diapo pour que vous puissiez mieux comprendre et individualiser cette prise en charge. Les indications de radiothérapie se font en préopératoire, c'est-à-dire qu'à l'heure des données actuelles, il n'y a pas de radiothérapie seule pour le cancer du rectum. Elle est envisagée comme un geste préopératoire, donc qui se fait pour faciliter et améliorer les résultats de l'intervention. Donc, selon la présentation de la maladie, il peut y avoir ce qu'on appelle une chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire qu'il y a une chimiothérapie qui se fait avant la radiochimiothérapie et donc avant la chirurgie. Les effets secondaires de la radiothérapie sont séparés en deux grandes catégories. Alors, on décrit les effets de la radiothérapie aiguë qui sont pendant le traitement et puis quelques semaines après, donc qui sont très souvent il y a très souvent des accélérations du transit et des diarrhées et une irritation vésicale qui peut donner des symptômes comme une cystite infectieuse quasiment. Ces effets secondaires-là, aigus de la radiothérapie, cicatrisent en quelques semaines après la fin des rayons et on peut voir apparaître ensuite, donc à plus long terme, des mois voire des années après, des effets qui sont dits tardifs et qui sont plus aléatoires malheureusement, alors qu'ils sont aussi beaucoup moins fréquents. Donc on retrouve alors en premier lieu la rectite et la cystite radique qui sont les plus fréquents. Donc, je vous interpelle tout de suite en vous expliquant qu'on ne peut pas prévoir, on ne peut pas définir combien si les gens auront ou pas une rectite radique. C'est vraiment avec les consultations cliniques de surveillance qu'on s'en rend compte. Donc, les symptômes sont assez comparables finalement, puisqu'on retrouve des accélérations du transit, des diarrhées, voire des saignements au niveau du rectum. Et au niveau de la vessie, c'est plutôt une irritation vésicale, donc à nouveau avec ces symptômes de vessie, je dirais de cystite comme une infection, quoi. Donc ce qu'on voit, c'est que ces symptômes évoluent souvent à leur propre compte. Au terme des consultations de surveillance que vous aurez donc des années même après la radiothérapie, on pourra vous proposer différents traitements, tout en sachant que, voilà, je le répète, il n'y a pas de traitement préventif. Et puis de manière plus
rare et je dirais plus informel puisque finalement alors au travers des consultations évidemment on en parle, mais finalement dans les grands essais cliniques, c'est des choses qui sont moins décrites. On peut trouver une impuissance masculine. Alors pas une impuissance complète, mais en tout cas, des érections qui sont de moins bonne qualité, ça c'est possible, même si c'est pas systématique. Et puis des sécheresses vaginales qui sont dues, au fait de l'irradiation, donc de la paroi postérieure du vagin, qui est finalement, juste à côté, du rectum, au niveau de l'anatomie, mais je vais vous présenter des fiches un peu récapitulatives. Donc la radiothérapie, elle commence toujours par la réalisation d'un scanner de repérage. C'est comme ça qu'on va pouvoir mettre en place un bon positionnement. On vous traite avec des machines qui sont robotisées, donc elles sont réglées avec des chiffres, elles sont toujours bien positionnées, mais les patients ne sont pas des robots, donc il faut que nous, on puisse connaître votre position et surtout qu'elle devienne reproductible. Donc c'est la première étape. On prend les coordonnées de votre position, on prend votre corps en photo. Et puis, on vous demande également d'avoir la vessie pleine ou quasi pleine et le rectum vide. Donc, ces 2 notions sont importantes puisque alors, je ne sais pas si est-ce qu'on voit la souris quand je la déplace sur les diapos? Non. D'accord, Non, donc OK. Donc mais je Non, je veux peux vous montrer. Et moi, la mienne, on la voit ou pas? non plus. non, on Alors voit OK. pas les je souris. vais faire à l'oral, c'est pas donc ce qu'on voit, c'est que la vessie, elle est donc à la partie antérieure du petit bassin et quand elle est gonflée, quand elle est pleine, elle monte dans le bassin, elle nous permet de mieux éviter de l'irradier et donc de préserver des effets secondaires. De la même manière, le rectum, quand il est vide, il s'aplatit en arrière contre le sacrum et ça nous permet d'avoir un volume d'irradiation qui soit plus petit. Donc, après le scanner de repérage, s'ensuit une étape de dosimétrie qui finalement, pour vous, est transparente puisque c'est nous qui travaillons dans le service pour modéliser le dépôt de dose et pour qu'on puisse traiter à dose tumoricide, c'est-à-dire à dose efficace la lésion, en préservant les organes à risque. S'ensuit la mise en place qui est la répétition générale. Ça, c'est pour être sûr que le traitement soit fait de manière, enfin, que vous soyez en sécurité par rapport à ce traitement. On vérifie votre nom, votre identité, on vérifie le plan de traitement, on vérifie votre positionnement, c'est-à-dire que toutes les données physiques soient complètes et satisfaisantes pour qu'on puisse commencer le traitement et ensuite les séances démarrent. Ce que vous voyez ici, donc sur les 2 photos qui sont affichées, c'est une étude justement dosimétrique qui nous permet de modéliser la répartition de la dose. Donc on voit que donc là où les couleurs sont plus chaudes, la dose est supérieure. Donc c'est au niveau du rectum. Donc pour ce dossier-là, c'est sur la partie inférieure du rectum et on voit les parties bleues, enfin les couleurs en tout cas plus froides, donc c'est une dose qui est inférieure. Donc le but de la radiothérapie, c'est vraiment de réussir à traiter les organes cibles tout en préservant les organes à risque. Donc je vous ai mis ici une image d'accélérateur. Donc, vous voyez donc la table, c'est celle sur laquelle vous êtes posé et dans l'accélérateur, il y a ce qu'on appelle un cone beam, c'est-à-dire qu'une sorte de petit scanner embarqué qui nous permet de vérifier le bon positionnement et de vérifier que le traitement est fait dans de bonnes conditions pour vous. Donc pour le cancer du rectum, il y a 25 séances, il y a 15 minutes, environ par séance, le temps qu'on puisse vous poser, sur la table, qu'on puisse vérifier, la position alors externe, mais aussi interne avec le scanner, la vessie et le rectum, qu'ils soient dans une bonne conformation. Donc c'est du lundi au vendredi et le traitement donc, dure 5 semaines. Alors concernant la chimiothérapie, donc je vous ai, mis un schéma. Alors, bon, c'est de la vulgarisation, mais en tout cas, c'est peut-être pour que ça vous marque un peu plus. Donc, le protocole proposé, c'est du Xeloda. Donc, c'est de la capecitabine orale, c'est-à-dire que c'est un traitement que vous prenez le matin et le soir, uniquement les jours de la radiothérapie. Le but, de ce traitement, c'est la radiosensibilisation, c'est-à-dire de rendre la radiothérapie plus efficace grâce à cette chimiothérapie. Ce que vous voyez sur le schéma qui s'affiche en bas, c'est que la molécule que j'ai dessinée, bloque les enzymes et ça permet, si vous voulez, de laisser l'ADN libre et donc on puisse plus facilement être efficace via la radiothérapie sur l'ADN. Bon, ça, c'est un peu technique, mais en tout cas, voilà, c'est le grand principe du traitement. Les effets secondaires du Xeloda sont surtout les diarrhées. Donc, les spasmes coronaires, c'est donc l'équivalent, ça peut donner des douleurs thoraciques, des choses comme ça. C'est un effet secondaire qui est grave, certes, mais qui est très rare. Donc, évidemment, on en parle, on vous informe. Néanmoins, c'est vraiment une rareté. Il peut y avoir donc au niveau hématologique, donc c'est la prise de sang qu'il nous faudra surveiller. Donc, les lignées sanguines peuvent être diminuées. Donc, dans tous les cas, vous avez une prise de sang par semaine et on vous voit en consultation pour faire le point avec vous sur les toxicités immédiates. Au niveau muqueux,
La stomatite ulcérante, en fait, ce sont des aftes, d'accord, dans le langage commun, et ça peut être lié également à la prise du Xéloda. Le syndrome main-pied, c'est des rougeurs au niveau des plantes ou des paumes des mains, qu'on traite avec des crèmes. Donc la photosensibilisation, c'est le fait de rougir, de manière, importante, je dirais, au soleil, à l'exposition solaire. Dans tous les cas, donc déjà, vous avez la consultation pré-traitement avec le radiothérapeute pour expliquer tous ces effets secondaires potentiels, puisqu'ils ne sont pas systématiques. Et puis, au cours de la radiothérapie, vous aurez des consultations en cours de traitement pour qu'on puisse, avec vous, déjà réexpliquer les choses qui pourraient vous poser problème et puis gérer ensemble les effets secondaires. Voilà, j'ai fait une. Voilà, Merci beaucoup. Alors je du vous en coup, prie. on va enlever les slides pour mieux se voir. Je vous invite à poser vos questions si vous le souhaitez donc dans l'onglet dédié. Alors pour commencer, vous nous avez parlé de combien c'est important d'avoir une position reproductible, Oui, d'avoir donc la vessie pleine, le rectum vide. Et en même temps, on voit que il y a quand même pas mal de séances. Donc avec le temps, c'est peut-être pas, on peut avoir peut-être des douleurs, des sensations de cystite, etc. Est-ce que vous avez des conseils justement pour euh, boire et éliminer sans avoir trop mal, ou est-ce que vous pouvez accompagner les patients je dirais dans les jours qui vont peut-être devenir de plus en plus difficiles des traitements dans le d'accord. ressenti? Et autre question aussi précise, est-ce qu'il y a une position particulière pour ces radiothérapies? J'entends par là, est-ce qu'elle est externe ou c'est une sonde qu'on va mettre dans le rectum? Enfin, pratico-pratique, ça se passe comment à ce niveau-là? D'accord. Donc pour la première partie de la réponse par rapport à la préparation rectale et vésicale, donc c'est finalement pas tant un problème que ça quand on explique bien aux gens, comment faire la première fois. Donc le principe, c'est d'essayer d'avoir le rectum vide, donc on peut toujours prescrire des laxatifs si besoin, dans les 3 heures avant le scanner ou la séance. Ce qu'on voit, c'est qu'avec la radiothérapie, il y a une accélération du transit, qui peuvent aller jusqu'aux diarrhées et donc dans ces cas-là, ça facilite, je dirais, la préparation rectale puisque le rectum est plus souvent vide, dans un contexte diarrhéique. Après, donc au niveau de la préparation vésicale, ce qu'il faut bien garder en mémoire, je pense, c'est que les nouvelles techniques de radiothérapie, donc comme je vous ai montré sur l'étude dosimétrique, permettent d'avoir des doses aux organes à risque qui sont moins importantes, ce qui permet d'avoir des symptômes qui sont eux aussi moins importants et donc dans ces cas-là de maintenir les capacités vésicales. Ce qu'on conseille, c'est d'avoir une hydratation normale de 1 litre à 1,5 litre par jour et dans l'heure avant la radiothérapie ou le scanner, de boire 500 millilitres d'eau. Il y a toujours une sorte de courbe d'apprentissage, je dirais, mais avec les scanners embarqués qu'on a sur les machines, on peut nous contrôler et donc les manipulateurs radio font un retour quasi systématique après la séance en disant si la préparation était bonne ou pas. Dans tous les cas, si le traitement n'est pas conformationnel, c'est-à-dire si le traitement ne permet pas de préserver la vessie, on attend, on vous fait descendre de table, on vous laisse boire tranquillement et ensuite on vous reprend pour la séance. Et ah oui, pardon, l'autre question également, excusez-moi. Donc la radiothérapie pour le rectum se fait en externe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'irradiation en interne, il n'y a pas de sonde à mettre en place. La position très classique, c'est de mettre les gens sur la table avec un billot sur les genoux. C'est pour le confort, pour pouvoir bien développer le rachis lombaire. Et donc, c'est comme ça qu'on fait les images, qu'on fait le positionnement. C'est pas forcément vrai dans tous les centres. C'est-à-dire que tous les centres ont leur protocole de positionnement. À la HEGP, c'est comme ça qu'on fait. Mais il y a d'autres positions. Tant qu'elles permettent de faire le traitement de bonne qualité, elles sont tout à fait acceptables. Parfait, merci beaucoup. Alors, une question sur, vous avez parlé de radiochimio concomitante. Oui. Est-ce que certains patients peuvent bénéficier, et il est indiqué, que de la radiothérapie sans chimio associée? Oui, alors il y a des protocoles alors ça, le protocole, que je vous ai expliqué pour le rectum, c'est le protocole le plus classique, je dirais. Néanmoins, il y a aussi des protocoles qui sont accélérés avec 5 séances de radiothérapie, mais lors de ces séances, la dose est plus importante. Donc ça fait pas les indications sont plus particulière, en tout cas moins commune. C'est pour ça que j'ai pas voulu forcément, en développer aujourd'hui. Mais dans ce cadre-là, il n'y a pas de chimiothérapie qui sont associées effectivement. Mais sinon, la norme, je dirais, pour un rectum, pardon, c'est une radiothérapie avec une radiosensibilisation par la chimiothérapie.
On a le témoignage d'une patiente, Anne, qui donc, après ses traitements, de radiochimiothérapie a eu, finalement n'a pas eu besoin de l'opération, puisque Oui. tout donc est-ce que vous pouvez nous dire, justement, un peu la proportion? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont une réponse complète? Donc il y a quel est le type de surveillance et les éventuels risques de récidive? Ou en tout cas, quels symptômes à ce moment-là doivent, alerter? D'accord. Alors la réponse complète, quand on la décrit en médecine, c'est-à-dire qu'il y a une disparition complète, il n'y a plus aucune trace de tissu tumoral au sein du rectum. Ça, c'est la réponse complète et c'est ce que nous, on espère avoir quand on vous fait le traitement. Le protocole de radiochimiothérapie, quand il est fait donc avec les 25 séances et le Xeloda, rapporte entre 15 et 25 de réponse complète. On sait que cette réponse complète, le taux peut être augmenté par la réalisation de chimiothérapie première. Ça, c'est donc dans des nouveaux protocoles, enfin nouveaux, des protocoles de l'année dernière maintenant on utilise de manière, tout à fait large, dépendamment de la présentation initiale de la tumeur. La question donc de la chirurgie est dépendante de la réponse clinique, scannographique et à l'IRM après le traitement. La tendance, je dirais, c'est-à-dire l'évolution de la prise en charge du rectum, sera de moins en moins opérer les gens, puisqu'on sait qu'avec un traitement médical, on est de plus en plus efficace. Néanmoins, ce n'est pas encore la règle. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, après la radiothérapie, enfin la chimio puis la radiothérapie, généralement, si on voit qu'il y a une réponse complète, on peut être amené à faire des biopsies, à nouveau des prélèvements sur la cicatrice. Quand on voit qu'il n'y a rien, on peut appliquer la théorie du watchful wait en anglais, c'est-à-dire de la surveillance active avec des biopsies itératives et des examens plus fréquents. On peut aussi proposer une chirurgie uniquement de la cicatrice qui permet de laisser le rectum en place et donc d'un point de vue fonctionnel, c'est beaucoup plus satisfaisant pour les patients. Et puis il y a encore la protectomie, donc le fait de retirer le rectum qui est encore possible et qui fait aussi partie des standards. Par exemple, pour une tumeur qui serait d'emblée très volumineuse ou alors qui n'aurait pas bien répondu à la radiochimiothérapie. Mais de fait, de plus en plus, comme le décrit la patiente, on essaye de lever le pied sur l'indication chirurgicale, tout en sachant que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on puisse annoncer initialement en consultation, puisque c'est au vu de la réponse, des constatations cliniques et radiologiques après la radiothérapie qu'on pourra éclairer le patient. Parfait, merci beaucoup. Et alors, du coup, vous avez parlé de réponse complète et de Oui. suivi à long terme. Alors, comment se fait ce suivi en pratique? Alors, est-ce qu'il y a des délais qui se rallongent au fur et à mesure? Quels sont les examens? Je voyais Cyril nous pose la question, TEP scan ou autre, etc. Et combien de temps ce bilan, s'il vous plaît, ce suivi? Oui. Alors, il y a pas de consensus, en tout cas internationaux, par rapport à la surveillance. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les récidives sont le plus fréquentes dans les 2 ans. Entre la 3e et la 5e année, elles deviennent moins fréquentes et puis après, elles sont beaucoup plus rares quand on passe le taux des les 5 ans. Donc généralement, alors ce qui est fait en tout cas à l'HEGP, c'est qu'il y a une alternance entre, les examens complémentaires, c'est-à-dire qu'on fait une écho-endoscopie, donc là c'est vraiment très clinique, je dirais. Ensuite, il y a l'IRM qui est possible et il y a le scanner et le TEP scanner. Très souvent, ce qu'on voit, c'est que les récidives sont locales, c'est-à-dire au niveau du rectum. Et dans ces cas-là, on est mieux renseigné, je dirais, par une écho-endoscopie et une IRM. Après, dépendamment, si par exemple, alors je ne connais pas le cas de Cyril, néanmoins, si on voit qu'il y avait une atteinte ganglionnaire initiale, on peut proposer des TEP scanners, puisque là, ce sera un examen qui sera probablement plus rentable pour explorer l'atteinte ganglionnaire. Tout ça, c'est, je dirais, à discuter avec votre médecin, puisque finalement, le protocole est utile si seulement il est adapté aux patients et que, dépendamment de la recherche, de la récidive qu'on recherche, il faut savoir orienter les examens. Ce qui est sûr, c'est que pendant les 2 premières années, on recommande tous les 2 à 4 mois d'avoir des examens qui pourront s'espacer ensuite tous les 6 mois, pendant l'année 3 à 5 et ensuite tous les ans. Moi, je voulais revenir sur je dirais les sensations, pendant les traitements et puis les effets indésirables. Donc, première question, donc cette radiothérapie, elle peut donc susciter, vous avez dit, des diarrhées, mais aussi peut-être des douleurs ou des inconforts. Dans la pratique, est-ce qu'il y a des conseils particuliers? Comment évaluer voilà, le confort du patient pendant le traitement de radiothérapie? Et à quel moment, enfin, qu'est-ce qui doit alerter ou à quel moment remonter ces effets indésirables, je dirais, post-traitement?
Alors, ah oui, après, à terme, après la radiothérapie, vous voulez dire? Donc en fait, il y a pendant, en gros, quels sont les D'accord. conseils si j'ai mal. Là, on parlait hier, Oui, enfin, c'est vrai que le rectum, on se dit, c'est quand même sensible comme endroit. Donc, j'imagine que certains traitements, ou peut-être en fonction de la position même de la tumeur, peuvent être plus ou moins douloureux. Donc, par rapport à ces questions, comment est-ce que les personnes sont accompagnées? d'accord, Est-ce qu'il y a des conseils? Et puis, donc ça, c'est pendant le traitement. Et puis, à distance, revenir aussi sur d'accord. l'évaluation des effets indésirables, parce que vous avez dit que finalement tout le monde n'avait pas les mêmes, mais Oui, c'est important voilà, de savoir un petit peu quoi, quoi faire? quand alerter, parce que typiquement, je vous donne un exemple qui est très commun sur mon réseau cancer colorectal. Le fait qu'on parle de douleur neuropathique fait que finalement les patients vous en parlent trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, la sensation de fourmillement, de gêne, de brûlure, de changement de sensation, ils l'ont depuis un moment. Mais comme c'est pas dans notre façon de parler une douleur en tant que telle, en fait, souvent, on attend beaucoup trop Oui, tard pour vous parler de ces sensations, alors même que peut-être ça peut avoir un impact sur l'adaptation de dose, par exemple. Donc, c'est là où je pense que ça peut être intéressant de voir avec vous voilà, les différents, on va dire, ressentis, pour que les personnes n'hésitent pas à en parler, parce que là encore, on parle quand même de sphères où on est parfois, certains patients j'allais dire, sont sans tabou, n'ont pas de problème pour parler à leur médecin, d'autres peuvent avoir encore des freins, une difficulté à vous exprimer, voilà, des inconforts, des difficultés dans ces zones intimes. Et je pense que cette conférence est là aussi pour objet de libérer la parole, au moins entre le patient et son médecin. OK. Donc, l'évaluation des symptômes pendant la radiothérapie se fait de manière hebdomadaire avec votre médecin, puisqu'il y a une consultation par semaine qui est dédiée à ça. Donc, alors là, je peux du coup parler que de ma pratique, mais ce qu'on fait avec les patients, c'est qu'on liste les effets secondaires potentiels. Donc, on parle d'abord de la sphère urinaire, puis de la sphère rectale. Donc, au niveau urinaire, je demande s'il y a plus d'envie d'uriner, s'il y a eu du sang dans les urines, s'il y a des levées nocturnes qui sont plus fréquents. Au niveau rectal, je demande le transit, donc savoir s'il y a des diarrhées, si les selles sont moulées, combien de selles par jour, s'il y a des douleurs ou des saignements. Généralement, les douleurs au niveau rectal ne sont pas forcément le symptôme qui est rapporté en premier, c'est-à-dire que les gens sont plus souvent gênés par cette accélération du transit. Donc c'est plutôt ça, en tout cas, que j'ai l'impression qui ressort le plus pendant la radiothérapie. Après la radiothérapie, donc il y a toujours une consultation de fin de traitement qui est prévue à 1 mois, donc pour réinformer les patients sur les effets secondaires à long terme, qui sont, enfin pas forcément probables, mais en tout cas qui sont possibles. Et en fait, c'est à peu près le même interrogatoire. Les symptômes sont assez ressemblants, même si l'origine n'est pas vraiment la même. En tous les cas, les consultations de surveillance permettent de refaire le point. Donc les grands signes d'alerte sont l'apparition de douleurs qui n'étaient pas du tout connues et qui sont résistantes au Doliprane, par exemple, c'est-à-dire une douleur importante. Il peut y avoir aussi l'apparition d'un saignement qui peut nous faire pratiquer des examens complémentaires à la recherche du diagnostic. Merci beaucoup. Alors, du coup, ce que vous conseillez aux patients, finalement, c'est de préparer quand même leur consultation en listant l'ensemble des gènes ou des effets secondaires qu'ils peuvent ressentir et de ne pas hésiter à en parler au médecin. Ça, c'est Oui, mon premier point. bien sûr. Dans tous les cas, c'est vrai que, alors, probablement qu'on n'a pas le même rationnel par rapport à tout ce qui est tabou dans ces irradiations-là, puisque c'est notre quotidien. Et donc, tous les jours, on est amené à poser ces questions, à examiner les gens. Et je pense surtout que le message, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de gêne. Et il faut surtout savoir demander pourquoi et comment ça se passe. Et généralement, il y a beaucoup d'inhibitions qui sont levées quand on peut en discuter tranquillement, quoi. Mais il Alors, faut ça, surtout pas que ça gêne, ouais. donc ça, c'est un message qui est extrêmement important. Et l'autre chose, c'était par rapport à tout ce qui a été suivi, est-ce qu'il y a des conseils de réhabilitation post-traitement en pratique qui peuvent être faits pour mieux vivre, pour éviter des effets à long terme, etc., ou à distance? Alors, alors ce qu'on sait, c'est que la meilleure chose pour lutter contre les effets secondaires des traitements oncologiques, c'est l'activité sportive. Ça a été beaucoup décrit. Donc,
Ce qui a été le plus décrit, c'était la marche active. Donc, ce qu'on entend par marche active, c'est une marche qui permettra que vous ayez la sueur au niveau du front et ce qui représente en fait au niveau cardiovasculaire un effort qui est, je dirais, bénéfique pour le corps humain. Donc ça, c'est le gros message de la réhabilitation, ça va aussi par ça. Les gens qui ont des intestins, je dirais, fragilisés avec donc des diarrhées ou des transits plus, je dirais, fréquents, pourront réélargir leur gamme alimentaire s'ils sentaient qu'avec les fruits crus ou les tomates, ou enfin, en tout cas, peu importe, il y avait des accélérations du transit. Petit à petit, on peut reprendre ces aliments-là et c'est par rapport à votre tolérance. Le grand message, c'est qu'il ne va pas se passer grand-chose. Il n'y a pas de danger à avoir d'une diarrhée. C'est des diarrhées qui sont dues au rayonnement, qui vont céder, ou alors si elles sont à distance de la radiothérapie, on pourra vous proposer des traitements. Dans tous les cas, ce n'est pas une atteinte organique nouvelle qui vous met en danger. Il faut essayer, en tout cas, déjà d'en parler avec votre médecin, évidemment, mais il faut essayer d'avoir la vie la plus normale possible. C'est-à-dire que l'épreuve que vous avez du traitement de radio et de chimiothérapie, elle est là pour vous assurer ensuite un quotidien qui soit confortable. Et donc, s'il y a une diarrhée en plus, ce n'est pas symptomatique d'un événement grave, c'est juste une diarrhée parce que vous avez eu le traitement. Ça fait partie des effets secondaires qui peuvent traîner. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai 2 questions. Oui. Une première question, c'est dans d'autres types de cancers, on va traiter, avec notamment la radiothérapie, la zone malade, mais éventuellement, on va s'intéresser aux ganglions. Donc Oui. ma première question, c'est est-ce que dans la prise en charge de ce cancer du rectum, par exemple, il y a aussi la cible éventuellement, alors peut-être pas pour tous les patients, mais en gros de cibler des ganglions dans cette zone? Et du coup, est-ce que ça change le type d'effet indésirable ou le niveau, je pense, est-ce que ça peut augmenter ces symptômes digestifs ou au niveau répercussions sexualité ou choses comme ça? D'accord. Alors, il y a plusieurs possibilités dans le plan de traitement. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles techniques de radiothérapie qui sont dites modernes, on arrive à créer des volumes complexes qui nous permettent des niveaux de dose qui sont différents. C'est-à-dire qu'au niveau de la tumeur du rectum, la dose sera supérieure qu'au niveau des ganglions. Alors, les ganglions, alors, il y a deux choses qu'on entend par ganglion, c'est les aires ganglionnaires, donc c'est-à-dire c'est un volume anatomique et on le traite parce qu'il y a un risque théorique qu'elle soit atteinte. Dans le cancer du rectum, effectivement, elles sont traitées. Néanmoins, elles sont traitées à une dose qui est inférieure et qui permet quand même d'éviter pas mal d'effets secondaires. Si les patients ont une présentation d'une tumeur du rectum avec des ganglions qui sont atteints par la maladie, qu'on peut voir sur le TEP scanner ou sur l'IRM, dans ces cas-là, il y aura un volume dédié qui sera à une dose supérieure au niveau de ces ganglions-là. Et là, vous avez raison, ça peut être pourvoyeur de plus d'effets secondaires puisque la dose aura été majorée en fonction de la présentation de la maladie. Alors, j'ai une autre question aussi. Vous avez parlé du fait que voilà, on peut avoir des diarrhées, qu'après, donc on peut avoir des conseils au niveau diététique pour Oui. s'en remettre, et puis après, normalement, ça va céder. On a des patients sur mon réseau cancer colorectal qui ont pu bénéficier de kinés entre guillemets dédiés. Avec des exercices qu'on fait donc avec un kiné spécialisé pour retrouver peut-être plus de force dans le sphincter, dans les sphincters. Est-ce que c'est quelque chose qui est que vous proposez, à quel moment et où est-ce qu'on peut trouver ces kinés? Alors, la kinésithérapie donc de rééducation périnéale, les indications, c'est donc l'incontinence, qu'elle soit urinaire ou fécale, donc que ce soit pour les hommes ou les femmes. Donc ce traitement, il n'est pas à proposer, je dirais, pendant la radiothérapie, puisqu'on a toute une sorte de contexte inflammatoire et d'altération des tissus donc qui sont liés à la radiothérapie, mais qui ne permettent pas, je pense, une rééducation qui sera pertinente. Elle s'entend, cette rééducation à distance, donc avec au moins 1 mois, 1 mois et demi après la radiothérapie, le temps que les tissus aient bien le temps de cicatriser et donc on puisse faire ça dans de bonnes conditions. Après, je vous avoue que je n'ai pas de nom de praticien, en tout cas avec les patients. Très souvent, je leur donne une ordonnance, ils voient avec leur médecin, s'il y a qui connaissent les réseaux qui sont près de chez eux. Le traitement, il n'est pas du tout systématique, il est dépendamment des besoins et aussi des symptômes. C'est-à-dire que, parfois les gens peuvent ressentir, une sorte d'inconfort par rapport à leur continence, probablement en fin de traitement plutôt et en fait, c'est des choses qui peuvent cicatriser d'elles-mêmes. Donc quand c'est dû à la radiothérapie, généralement, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la kinésithérapie puisqu'en fait, les choses s'amendent d'elles-mêmes, les symptômes récupèrent.
Alors, toujours un peu sur la réhabilitation, la kiné, les activités physiques. Donc, Sylvie nous dit que certaines activités physiques lui réveillent en fait ses intestins. Et donc, est-ce que vous avez des activités physiques qui sont plus adaptées que d'autres et que vous pourriez conseiller à nos auditeurs, s'il vous plaît? Alors, en fait, pas vraiment, parce que répondre à cette question, ça pourrait être restrictif et c'est vraiment pas le but du traitement que vous avez fait et de la vie après qui reste après le traitement. Si on a des symptômes ou des inconforts digestifs qui sont liés à une activité, peut-être qu'il faut surtout en diminuer l'intensité parce que ça peut être ça qui peut activer, je dirais, le système digestif. En tout cas, il ne faut pas se priver d'avoir une activité si elle vous plaît. C'est la vie d'après-cancer, donc il y a des adaptations probablement à faire par rapport au traitement que vous avez, par rapport aux symptômes que vous avez, mais il n'y a pas d'activité interdite et d'activité recommandée. En tout cas, ce qu'il faut, c'est réussir à bouger, avoir la vie qui soit le plus normale possible avec des adaptations qui sont parfois nécessaires. Donc, si vous sentez que les activités sont difficiles, mais peut-être qu'il faut diminuer l'intensité ou vous arranger autrement, faire des pauses, faire des choses comme ça, mais je pense pas qu'il faille s'en priver en tout cas. Très bien et peut-être que est-ce qu'on peut imaginer, par exemple de prévoir, se dire: «Bah, je vide mon intestin si possible avant l'activité» ou des choses comme ça quoi, dans sa routine? Ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on peut, apprendre à gérer un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire, partir, «plus léger» entre guillemets, pour faire son activité? Est-ce que c'est quelque chose qui est gérable dans le quotidien, vous pensez? Oui, tout à fait. Il y a une grande capacité d'apprentissage et d'adaptation. Il y a une vraie résilience de la part des patients qui sont traités dans ce genre de protocole. Donc ce qu'on voit, c'est que déjà d'un point de vue corporel, simple, je dirais, votre corps va s'adapter et après les chirurgies rectales, on voit que les choses s'améliorent au fur et à mesure du temps. Ça, c'est quasiment toujours vrai et on le voit très bien en consultation, des gens qui, à plusieurs années après le traitement initial, rapportent que c'est quand même de mieux en mieux. Et puis après, il y a toutes ces adaptations qui sont possibles. Donc, c'est le transit, c'est quelque chose qui est enfin, qu'on étudie beaucoup, mais qui finalement reste assez aléatoire, en tout cas qui est très personnel par rapport aux gens. Et il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Et donc, c'est avec l'éducation thérapeutique et puis proposer des traitements qui peuvent être différents, des choses comme ça, ou juste adapter l'alimentation qui permettent d'avoir des résultats qui sont plus satisfaisants. J'ai une dame qui très souvent décrit d'avoir des diarrhées qui sont trop importantes et invalidantes pour elle. En fait, elle a décidé, parce que ça lui convient, de faire des lavements quasiment tous les matins pour être tranquille au moins toute la matinée. Ça peut être des formules. En tous les cas, il faut en parler avec les médecins pour qu'on puisse adapter les choses. Et surtout, je pense que ce qui est important, c'est enfin, encore une fois, c'est d'en parler puisque déjà, il y a des médicaments qu'on connaît qu'on peut vous proposer et puis aussi, il y a des médicaments qu'on connaît et qui on sait, ne pas forcément être efficaces, voire être néfastes au niveau d'une muqueuse qui a déjà été irritée par les traitements. Donc je pense que c'est important de le faire conjointement avec nous, en tout cas avec votre médecin traitant. Alors, une question en fait pour répondre à Cyril. Déjà, est-ce que vous pouvez nous redire ce que c'est qu'un fécalome et est-ce que c'est possible qu'un fécalome, qui apparaît, plusieurs années après les traitements de radiothérapie soit une sorte d'effet indésirable à long terme de ces traitements? D'accord. Alors un fécalome, c'est une déshydratation trop importante, des selles au sein du rectum qui deviennent de dureté quasiment pierreuse et qui empêche l'exonération. Donc c'est le fait d'aller à la selle, donc la déjection. Donc les fécalomes sont plus fréquents, chez les personnes qui sont très âgées, qui sont très immobiles, puisque c'est comme ça que le bol fécal avance, ou les gens qui sont traités par morphinique. Donc le dans la question de Cyril, c'était la récidive, excusez-moi, Bah, ouais. est-ce que ça peut être lié à la radiothérapie ou est-ce que, Alors, d'accord. Donc, je pense pas que ça puisse être lié à la radiothérapie. Néanmoins, ça peut être lié à la chirurgie, puisque quand on retire le rectum est un organe de réserve, mais aussi de déshydratation pour les selles et tout ça est altéré dans son fonctionnement vu que le rectum, a disparu après la chirurgie. Donc ça peut être effectivement facilité. Donc c'est un peu le pendant inverse, mais ça peut aussi se voir, après la radiothérapie, après la chirurgie, même si c'est moins fréquent. C'est plutôt les accélérations du transit. Dans tous les cas, de la même manière, l'apparition d'un fécalome, c'est pas un élément, pronostic, dans la vie d'un patient après ce genre de traitement. Il faut, mettre en place des lavements et puis essayer d'avoir un traitement plutôt au long cours avec des laxatifs permettant une exonération qui soit plus facile.
Merci beaucoup. Alors, du coup, une dernière question pour en revenir à la répercussion, on va dire au moins de moyen terme sur la sexualité. Oui, Sur mon réseau cancer colorectal, quand même, c'est un vrai sujet pour les hommes et pour les femmes. Et du coup, là aussi, c'est vrai que bon, vous semblez dire que c'est une question qui est évaluée dans le suivi avec les médecins. Alors peut-être plus ou moins parce que parfois, le médecin attend que le patient en parle et puis souvent, le patient attend que le médecin en parle. Donc au final, personne n'en parle. personne n'en parle. Donc l'idée là aussi, c'est de se dire, bon, il y a peut-être un moment où il y a les suites des traitements qui sont juste là, mais sinon, quand en parler, est-ce qu'on peut se faire aider? Qui peut nous aider? J'allais dire dans le côté physique, dans le côté bien-être, psychologie. Est-ce que, par exemple, dans vos centres, il y a des oncosexos, des psycho-oncosexos? Enfin voilà, comment est-ce que vous faites sur ces questions? Alors, moi, donc, dans ma pratique, en tout cas en consultation, je pense que le plus important, c'est de savoir poser les questions en avance. Le risque, il y a 2, donc les ch 2 choses différentes. C'est quand même la sécheresse vaginale, donc chez la femme, elle est quand même assez fréquente, après la radiothérapie puisque le vagin, c'est une structure muqueuse qui est juste devant le rectum et donc qui peut être altérée avec les doses de radiothérapie qui sont utilisées. Donc, il faut en parler, je pense, de manière très tôt, au moins pour informer. Et d'ailleurs, c'est pareil avec les impuissances masculines, c'est-à-dire que le fait de savoir permet de savoir comment réagir. Et d'avoir ouvert cette porte avec le patient permet ensuite qu'il y ait un retour qui soit plus facile. Je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément besoin. Alors, il y a en tout cas dans l'hôpital, il y a des oncosexologues, ça c'est sûr. Mais je pense que déjà avec une consultation, je dirais standard, le fait de pouvoir en parler, c'est souvent très rassurant. Et donc, ça nous permet, en tout cas pour les patients, ça leur permet de reprendre un peu leur vie sexuelle de manière plus sereine, en sachant que c'est des choses qui peuvent arriver, que c'est pas forcément pour graver dans le marbre. C'est-à-dire que les symptômes peuvent évoluer aussi à leur propre compte. Donc, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, ce qu'on conseille, nous, donc c'est déjà on adapte les traitements, donc avec des gels vaginaux si besoin, voire des comprimés qui favorisent l'érection. Et puis ce qu'il faut, c'est essayer de se dire qu'il faut y retourner avec plaisir, c'est-à-dire qu'il faut reprendre une vie sexuelle normale, la plus normale possible. En tout cas, c'est sûr que comparativement à ce qui se passait avant, il y a eu une fracture puisqu'il y a eu un traitement qui a été intense pour une cause, pour une maladie qui fait peur. Donc les choses sont forcément différentes. Néanmoins, à la pratique, je dirais, on voit que les choses s'améliorent franchement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce partage, pour vos messages précis, pratiques et d'espoir. Et surtout, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il ne faut pas de tabou, que ce soit sur les effets indésirables, secondaires ou sur sa sexualité. Il faut oser en parler parce que ça fait partie de la qualité de vie et que vous, spécialistes, vous êtes habitués, que vous savez gérer et surtout entendre et que vous comprenez très très bien que ces Oui, bien sûr. problématiques soient centrales et fassent partie de la prise en charge complète de la maladie. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir repassé ces messages. Merci infiniment, Je vous en prie. docteur Rapot. Et rendez-vous pour les autres. Nous avons encore 2 webconférences sur le cancer du poumon. Alors, radiothérapie, cancer du poumon, innovation, demain soir. Et radiothérapie des cancers du sein, pareil, demain soir. Tous les horaires sont sur la plateforme et on vous retrouvera avec grand plaisir. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.